Salut à tous, bienvenue dans cette édition. Voyons ensemble le sommaire. Le chocolat ivoirien se veut désormais bio afin d'être compétitif sur le marché. Une structure de production en fait cela son cheval de bataille. Une coopération militaire renforcée entre Brasilia et Washington. Enjeu majeur de la visite de Bolsonaro à Washington, la capitale américaine. Après la manifestation des Gilets jaunes ce week-end à Paris, le Premier ministre français Édouard Philippe limoge le préfet de police Paris et instaure une nouvelle stratégie. Mesdames et messieurs, vous suivez First News sur First TV Africa et en Côte d'Ivoire, le chocolat biologique fait son entrée sur le marché. Une structure de fabrication de chocolat respectueuse de l'environnement place cet engagement tout au long de son processus de fabrication de chocolat. La sélection des fèves jusqu'au broyage et transformation, tout est bio. La chocolaterie d'Anna Mouré cultive la singularité en Côte d'Ivoire au bénéfice de l'environnement. Dans ses ateliers à Abidjan, la propriétaire de l'usine supervise le processus de fabrication du chocolat, de la sélection des fèves, jusqu'au moment où elles sont transformées pour produire des barres de chocolat biologiques et respectueuses de l'environnement. Afin de suivre à fond son engagement pour la planète, la chocolaterie a même recours à un vélo de broyage. Le vélo broyeur est pour nous de mettre en pratique notre philosophie un petit peu éco-responsable. Nous voulons vraiment avoir un impact minime sur l'environnement, donc en utilisant le minimum d'électricité et en faisant un petit peu de sport et en rendant l'activité un petit peu ludique. Madame Mouré explique que les fèves qui entrent dans la fabrication de son chocolat, baptisé Mon Choco, ne sont pas torréfiées et ne contiennent pas d'additifs. Aussi, le produit conserve le goût authentique de la fève crue. Depuis la fève jusqu'à la tablette de chocolat. Et l'une des particularités est que nous ne torréfions pas la fève de cacao, c'est du chocolat cru. Cela permet de garder la saveur de la fève et ses nutriments. Elle est plus riche en protéines, plus riche en antioxydants et le goût est vraiment, vraiment différent. Bien que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur mondial de cacao, il est difficile de trouver des fèves biologiques dans le pays du fait de l'usage systématique des produits chimiques par la majorité des agriculteurs. Conséquence, la tablette de chocolat biologique se vend à 1500 francs, soit à peu près 2 €, un prix hors de la portée des consommateurs locaux moyens. Mais ceux qui ont goûté à Mon Choco se disent satisfaits du produit. Le bilan du cyclone Haïdaï qui s'est abattu sur le Mozambique pourrait dépasser le millier de morts, a annoncé le président mozambicain. Environ 90% de la deuxième ville du pays a été détruite selon la Croix-Rouge. Plus d'éléments dans ce reportage. Cet homme a dû attendre les secours en haut de cet arbre. Certains habitants ont pu être sauvés, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Beira est la deuxième ville du Mozambique. Elle compte un demi-million d'habitants. Le président mozambicain a survolé la zone ravagée par le cyclone. Il dit craindre que le bilan ne dépasse les 1000 morts. Les secours sont présents et nous avons demandé à nos partenaires de nous aider davantage. Nous avons du matériel, des volontaires et des médecins qui arrivent à Maputo. On me demande pourquoi des étrangers viennent ici. C'est parce qu'ils savent gérer ce genre de situation et ils ne nous réclament pas d'argent pour leur aide. D'après le gouvernement, plus de 100 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire. Les habitants vivent un calvaire. Les tôles, en s'envolant, ont décapité des gens. Certains sont à l'hôpital. On est vraiment mal, on n'a pas de secours ici. J'étais dans ma maison et je dormais. Et d'un coup, le toit s'est envolé. Et je ne retrouvais plus les clés pour sortir. J'ai appelé au secours, on a crié, mais personne n'est venu. Le cyclone et des pluies torrentielles ont aussi frappé le Zimbabwe voisin, où l'on compte déjà des dizaines de morts. Il y a eu des glissements de terrain, et d'après le gouvernement, jamais le Zimbabwe n'a connu de destruction d'infrastructures d'une telle ampleur. Au Sénégal, ce bâtiment
étrange et spéciale située au bord de l'océan Atlantique, dans la capitale sénégalaise Dakar. La maison de la presse, c'est ainsi qu'elle est appelée. Ce bâtiment attire aujourd'hui la curiosité de tous. On en sait plus dans ce reportage. Un immeuble imposant situé au bord de l'océan Atlantique dans la capitale sénégalaise. La maison de la presse a été construite entre 2007 et 2012 par le gouvernement de l'ancien président Abdoulaye Wade afin de fournir une plateforme de dialogue et de consultation aux journalistes et aux praticiens de la communication. L'édifice a d'ailleurs la forme d'un grand livre ouvert pour symboliser une grande bibliothèque de l'information. Depuis, de nombreuses institutions ayant élu domicile, l'Association nationale de la presse sportive par exemple, ou encore l'Agence de presse sénégalaise, premier fournisseur d'informations pour les médias locaux. L'imposant bâtiment de 8 étages joue un rôle majeur dans l'évolution des médias, comme l'explique son administrateur, le journaliste Bara Ndiaye. La maison de la presse est conçue et réalisée par l'État du Sénégal dans le souci qu'il avait de doter les professionnels de l'information et de la communication d'un organe d'échange, enfin de cadre de rencontre, d'échange, de renforcement de capacité, de formation. Parce qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui interpellent les journalistes et pour lesquelles ils doivent mener beaucoup d'actions, de réflexion, de partage, d'échange, et la maison de la presse sert justement de cadre à ces activités. La deuxième dimension, c'est que la maison de la presse aujourd'hui offre à chacune des organisations faîtières qui structurent le secteur un espace de rencontre. Ici, au 3e étage, les affaires se déroulent comme d'habitude. Des membres de l'agence de presse sénégalaise sont plongés dans leur travail. C'est ici qu'ils élaborent des règlements pour améliorer les conditions de travail de leurs employés. Tout n'est pas parfait, comme le reconnaît le journaliste Salif Diallo. Après une brève visite guidée, il explique comment la maison de la presse a changé son quotidien sur le plan professionnel. Les locaux permettent vraiment un épanouissement. C'est aéré, c'est vraiment, le bâtiment est très bien fait. Quand vous vous enfermez, il n'y a pas de bruit. Donc c'est insonorisé, vous pouvez faire correctement votre job. Mais les locaux ne se limitent pas au service de médias. Il y a aussi un hôtel, des bureaux, des archives. Autant de services qui font que d'autres journalistes partagent aussi la vie de Salif Diallo. Les membres du conseil des radiodiffuseurs et des éditeurs de presse, par exemple, qui possèdent des locaux au premier étage. C'est aussi le cas de l'Association nationale de la presse sportive, dont le président Abdoulaye Thiam explique l'importance d'une telle structure. Nous remercions en tout cas les autorités qui ont pensé à notre structure, qui nous permet aujourd'hui de tenir nos réunions dans de bonnes conditions. L'auditorium, comme c'est une maison de la presse, nous, à NPS, à chaque fois que nous avons une activité à faire, nous disposons de cet auditorium sans bourse déliée. Nous faisons nos réunions dans des salles, il suffit tout simplement d'avertir à l'avance le directeur ou bien ses services. La Constitution sénégalaise garantit la liberté de l'information. Pourtant, en matière de liberté de la presse, le Sénégal est le 50e pays sur 161 dans le classement de Reporters sans frontières. Beaucoup de travail reste donc à faire pour améliorer les conditions de travail des journalistes sénégalais. Des technologies pour lutter contre le changement climatique, cela se passe au Kenya. Cette proposition de la Suisse évoquée à Nairobi lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement. Suivant cet élément. Des technologies visant à extraire du carbone de l'atmosphère et plus encore d'autres permettant de bloquer une partie de la chaleur du soleil pour refroidir la Terre pourront bientôt être utilisées pour répondre aux questions liées au changement climatique. Cette proposition de la Suisse évoquée à Nairobi lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement pourrait donner lieu à l'examen de ces technologies controversées. Cette Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a décidé de relever les défis environnementaux les plus urgents depuis des générations, fermement engagées, unies et déterminées à rechercher une voie durable pour les générations futures.
C'est le moment et l'heure que nous définirons. Nous avons les preuves scientifiques. Nous avons maintenant les politiques. Il est temps d'agir. Cette technologie, pour certains, présente d'énormes risques pour les personnes et la nature et pourrait compromettre les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De notre côté, les écologistes militent pour une réduction rapide des émissions grâce à l'utilisation d'énergie verte, à la préservation des forêts et à des mesures similaires visant à promouvoir le développement durable et à lutter contre le réchauffement de la planète. Newton Owino, un Kenyan qui fabrique des produits en cuir à partir de peaux de poisson, veut apporter son appui à ces initiatives. Je souhaiterais que nous puissions avoir de plus en plus de personnes pour faire acte de présence, pour innover, pour proposer des innovations basées sur les ressources en eau. Cela nous aiderait en réalité à promouvoir les activités de conservation le long des plans d'eau. Comme par exemple, maintenant je travaille la peau de poisson et ceux qui tuent les reptiles comme des crocodiles pour leur peau peuvent maintenant avoir une alternative et ceci est une manière de conserver réellement l'écosystème marin. Pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de changement climatique ou encore de développement durable, les experts interpellent sur une gestion responsable et efficace des ressources naturelles. Le Premier ministre Édouard Philippe a serré d'un tour de vis la politique de fermeté face aux Gilets jaunes. À Matignon, il a prononcé une allocution. Il a limogé le préfet de police de Paris et durci sa politique avec une nouvelle stratégie. Interdiction des manifestations dans certains quartiers, amende de 135 € en cas de manifestation interdite. Plus de détails dans cet élément. Saccage, pillage, affrontements. Des scènes de violence répétées à Paris, Toulouse ou Bordeaux. Pour y mettre un terme, le gouvernement veut dès samedi interdire les manifestations. Les détachements d'action rapide, à l'œuvre le 8 décembre par exemple, seront transformés en unités anti-casseurs. Pour l'opposition de gauche, ce n'est pas la bonne réponse. Je ne crois pas que les réponses soient des réponses techniques ou voire encore plus répressives. Ce n'est pas ça qui calmera la colère dans le pays. Que ça soit toujours une contravention, celui qui passe au-delà de l'interdiction, ça ne suffira pas. Il faut que ça devienne un délit pour qu'on puisse interpeller ces individus dès lors où vous avez le premier rassemblement pour éviter que ça fasse masse. Des dysfonctionnements reconnus, une stratégie mal exécutée et un préfet limogé. Michel Delpech, chargé de la sécurité à Paris, sur la sellette depuis les premières violences du mois de décembre, doit quitter son poste. Cette fois, c'est l'opposition de droite qui s'insurge. Faire porter la responsabilité de l'échec du gouvernement, un échec d'ailleurs revendiqué ce matin, aux fonctionnaires de police et aux préfets de police, est quelque part indigne et honteux. Dès mercredi, il sera remplacé par Didier Lallemand, actuel préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. À lui de mettre en œuvre à Paris le nouveau plan du gouvernement. Comme annoncé dans les titres, en visite officielle à Washington, le président brésilien Bolsonaro doit sceller avec son homologue américain Donald Trump le rapprochement entre les deux pays qui passe notamment par une coopération militaire renforcée. Les États-Unis, choisis par Jair Bolsonaro pour sa première visite officielle. Ce n'est pas un hasard, le président brésilien a toujours clamé son admiration pour Donald Trump, avec qui il partage une proximité idéologique. Au programme de cette rencontre, le renforcement de la coopération technologique et militaire. Les deux pays ont d'ores et déjà signé un accord sur le lancement de satellites américains depuis la base d'Alcantara située sur la ligne de l'Équateur au Brésil. Avec cet accord, les Brésiliens espèrent engranger près de 300 milliards de dollars par an. Donald Trump devrait également accorder au Brésil le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, un statut qui va faciliter les achats d'équipements militaires et technologiques et accentuera la coopération entre les armées des deux pays. Le renforcement de cette alliance militaire intervient en pleine crise vénézuélienne. Tout comme Donald Trump, Jair Bolsonaro ne cesse d'affirmer son opposition à Nicolás Maduro. Nous devons régler la situation au Venezuela. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Nous devons libérer le pays
C'est pourquoi nous comptons sur les États-Unis pour que cet objectif soit atteint. Si Donald Trump n'a pas exclu une intervention militaire, cette option reste peu envisageable pour le président brésilien. Les deux pays entendent continuer malgré tout à exercer des pressions sur Nicolás Maduro. À la une de l'actualité également, cette fusillade aux Pays-Bas. Après une journée de chasse à l'homme, le suspect de la fusillade d'Utrecht a été arrêté. De quoi soulager la population néerlandaise, même si la motivation du tueur reste floue au lendemain de l'attaque. Quel était le motif du tireur d'Utrecht aux Pays-Bas? C'est la question que tout le monde se pose désormais au sujet de la fusillade qui a fait 3 morts ce lundi sur une ligne de tramway de cette ville du centre du pays. Le suspect, un homme de 37 ans d'origine turque, a été arrêté après 6 heures de recherche et d'opérations de police. D'abord qualifié de terroriste par les autorités qui n'ont fourni à cet égard aucun élément, l'attaque pourrait être en fait liée à un différend familial, une hypothèse venue, selon l'agence de presse turque, de proches du suspect. Gökmen Tanis était en tout cas connu des services de police néerlandais pour une affaire de viol, selon la télévision. Nous ne savons pas encore quelles sont ses motivations. Nous n'excluons aucun type de motivation. Nous ne pouvons rien exclure. Diverses informations circulent dans la presse, sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit lors de cette conférence de presse. S'il vous plaît, nous devons rester calmes, ne pas spéculer. Il est important que l'enquête indépendante aille de l'avant. Oui, le suspect était connu du ministère de la Justice. Il avait un casier judiciaire. Après la fusillade, le niveau de menace terroriste a en tout cas été relevé à son plus haut dans la province d'Utrecht. La sécurité a été renforcée également dans les bâtiments gouvernementaux, les mosquées, les aéroports, notamment celui d'Amsterdam, et la police a ordonné aux écoles de la ville de fermer leurs portes. Et du côté de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l'attaque de 2 mosquées ayant coûté la vie à 50 personnes. Les jeunes de la ville restent toujours solidaires et rendent hommage aux victimes. C'est l'une des images marquantes de ces hommages. Un haka, la danse traditionnelle maori effectuée de la plus belle des manières par les étudiants de Christchurch. Venus en nombre, ils ont tenu une veillée pour les victimes de l'attentat qui a tué 50 personnes. Parmi elles, 2 adolescents du lycée Cachemire. Sayad, 14 ans, et Hamza, 16 ans. Ce dernier avait fui la guerre en Syrie avec sa famille il y a quelques mois. Personnellement, je suis totalement dévastée, même si je ne les connaissais pas. Ça me met en colère de savoir que ces 2 étudiants étaient ici pour être en sécurité et qu'ils ne l'étaient pas. Peu d'étudiants ont suivi les cours normalement. On est surtout restés entre amis pour se soutenir avec les psychologues. Un hommage également rendu par cette église. 50 paires de chaussures peintes en blanc sont étalées dans l'herbe, symbolisant les victimes disparues. Dans la foi musulmane, vous enlevez vos chaussures avant de rentrer à la mosquée pour prier. Et quand vous regardez ces chaussures vides et que vous considérez les personnes qui les portaient et la vie que ça représentait, ça vous ramène un peu au poids de la tragédie. Au cimetière de Christchurch, des ouvriers étaient à l'œuvre ce lundi. Mais aucune information n'a été donnée concernant la date des funérailles. Tous les corps seront restitués aux familles des victimes d'ici mercredi, seulement après des vérifications dans le cadre de l'enquête. Présidentielle slovaque, la libérale Zuzana Čaputová en tête du premier tour. L'avocat de 45 ans, opposante du gouvernement de gauche, affrontera le commissaire européen Marcos Šefčovič, soutenu par le parti du pouvoir lors du second tour le 30 mars prochain. Les Slovaques sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce samedi. Une candidate fait figure de favorite, Zuzana Čaputová, chef adjointe du parti Slovaquie progressiste. Cette avocate libérale, défenseuse de l'environnement et critique du gouvernement, posséderait un léger avantage sur Maroš Šefčovič. Le vice-président de la Commission européenne est de son côté soutenu par le parti au pouvoir.
Le scrutin est marqué par la récente inculpation d'un homme d'affaires pour avoir ordonné l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne l'an dernier. Le journaliste enquêtait alors sur des cas de corruption et de fraude au plus haut niveau de l'État. Le crime, qui avait profondément ébranlé la population, a provoqué une grave crise politique dans le pays qui perdure aujourd'hui. Zuzana Kaputova pourrait tirer profit de l'inculpation puisque l'homme d'affaires en question est soupçonné d'avoir des liens avec le parti de son adversaire, Šefčovič. Au total, 13 candidats participent à cette présidentielle et aucun ne semble pouvoir l'emporter dès le premier tour. Le second est prévu dans 2 semaines. Rappelons comme principale information en France, le Premier ministre Édouard Philippe a serré d'un tour de vis la politique de fermeté face aux Gilets jaunes. À Matignon, il a prononcé une allocution, il a limogé le préfet de police de Paris et durci sa politique avec une nouvelle stratégie. Interdiction de manifestation dans certains quartiers, amende de 135 € en cas de manifestation. Plus de détails dans cet élément. Saccage, pillage, affrontements. Des scènes de violence répétées à Paris, Toulouse ou Bordeaux. Pour y mettre un terme, le gouvernement veut dès samedi interdire les manifestations. Les détachements d'action rapide, à l'œuvre le 8 décembre par exemple, seront transformés en unités anti-casseurs. Pour l'opposition de gauche, ce n'est pas la bonne réponse. Je ne crois pas que les réponses soient des réponses techniques ou voire encore plus répressives. Ce n'est pas ça qui calmera la colère dans le pays. Que ça soit toujours une contravention, celui qui passe au-delà de l'interdiction, ça ne suffira pas. Il faut que ça devienne un délit pour qu'on puisse interpeller ces individus dès lors où vous avez le premier rassemblement pour éviter que ça fasse masse. Des dysfonctionnements reconnus, une stratégie mal exécutée et un préfet limogé. Michel Delpech, chargé de la sécurité à Paris, sur la sellette depuis les premières violences du mois de décembre, doit quitter son poste. Cette fois, c'est l'opposition de droite qui s'insurge. Faire porter la responsabilité de l'échec du gouvernement, un échec d'ailleurs revendiqué ce matin, aux fonctionnaires de police et aux préfets de police, est quelque part indigne et honteux. Dès mercredi, il sera remplacé par Didier Lallement, actuel préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. À lui de mettre en œuvre à Paris le nouveau plan du gouvernement. C'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles informations sur First TV Afrique.